Je me suis rendu en Syrie au cours des 2 dernières semaines d'avril. Je me suis rendu à Homs, qui se trouve au centre de la Syrie. C'est une ville très importante, c'est la 3e ville de Syrie, après Damas et Alep, et aussi parce qu'elle a toujours joué un rôle historiquement très important. Il y a eu beaucoup de coups d'État qui ont été préparés à Homs, parce que c'est là que les Français ont créé une académie militaire. C'est aussi la ville qui a été baptisée la capitale de la Révolution, parce que c'est là où se sont déroulées les premières grandes manifestations, les premiers grands massacres, les premiers combats. Et c'est enfin parce que c'est dans cette ville, c'est vraiment la ville test de l'après-Bachar, où les tensions sont les plus fortes entre les communautés. Ce qui m'a le plus frappé, en fait, en revenant à Damas, après de très très longues années, c'est d'avoir d'abord un sentiment que la ville n'avait pas bougé, comme si elle avait été plongée dans le formol. Mais dès que vous faites un pas de côté, c'est-à-dire, c'est comme si vous alliez du Marais à Ménilmontant, vous vous retrouvez au milieu de ruines, au milieu de décombres, des quartiers entiers, des faubourgs entiers qui ont été totalement détruits. Alors ce qu'il faut bien comprendre, en fait, à Homs, vous avez 2 villes. À l'est, des quartiers à majorité alaouite, parfois même exclusivement composés d'alaouites. Et d'ailleurs, cette homogénéisation n'a fait que s'accroître au fil du conflit, et de l'autre, des quartiers sunnites, mais qui sont aujourd'hui totalement en ruine. Donc vous avez d'un côté des quartiers quasiment intacts, mais peuplés par des gens qui sont des vaincus et qui vivent aujourd'hui dans la peur, et de l'autre, des quartiers totalement en ruine et qui sont habités par des gens qui, eux, sont du côté des vainqueurs. C'est compliqué de définir la relation entre les Alaouites et les Assad. Donc les Assad faisaient partie de cette secte minoritaire de l'islam, mais ils ont aussi instrumentalisé leur communauté. Ils les ont quasiment enrôlés de gré ou de force dans leur appareil sécuritaire et militaire. Donc ils ont aussi joué sur des haines et des peurs ancestrales. Les Alaouites étaient traditionnellement dans l'Empire ottoman opprimés, et le régime a su très très bien jouer sur ces traumatismes. Donc les Alaouites se sont effectivement enrôlés massivement dans l'armée et même dans les milices, dans les fameuses Chabihas. Mais il y a aussi parmi eux de très nombreux opposants. Et d'ailleurs, les Alaouites que j'ai rencontrés m'ont raconté qu'ils avaient participé aux premières manifestations. Et puis, quand ils ont vu que le conflit prenait une tournure confessionnelle, qu'il y avait des slogans qui étaient criés, on criait « à mort les Alaouites au tombeau, les chrétiens à Beyrouth », ils ont pris peur et ils se sont ressoudés autour de leur chef. Le régime a joué évidemment cette carte-là, et a même sans doute suscité ce durcissement, cette division entre les communautés. J'ai recensé, en rencontrant des gens, toutes sortes d'exactions qui sont commises depuis la chute du régime. Dans un premier temps, les gens ont fui dans les quartiers alaouites, avec l'arrivée des rebelles, massivement. Ça a été des embouteillages monstres vers la côte, et puis certains étaient restés, il ne leur est rien arrivé, donc ils ont appelé leurs proches, et les gens ont fini par revenir. Mais très vite, dès la fin décembre, il y a eu des premiers enlèvements et des premiers morts. Des cadavres qu'on retrouve à la morgue, tous abattus d'une balle dans la tête, et ce sont presque exclusivement que des hommes, et ils sont tous alaouites. Donc effectivement, on se demande qui commet ces exactions, d'autant qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les quartiers alaouites, ils sont entièrement entourés, protégés, ou en tout cas cernés, par des hommes de la sécurité générale, la nouvelle police syrienne. Avec toujours la question, s'il y a cette sécurité générale autour, comment ces exactions peuvent-elles se poursuivre? Le nouveau pouvoir inquiète parce que le président, à commencer par lui, Ahmed al-Shara, et ses fidèles viennent d'abord d'Al-Qaïda et ensuite d'un autre groupe islamiste qui s'appelait Jabra al-Nusra. Donc il a aujourd'hui, même depuis plusieurs années, pris ses distances avec ces groupes djihadistes. Il a multiplié, après sa prise de pouvoir, des déclarations rassurantes, disant qu'il voulait
que ça soit le gouvernement de tous les Syriens, qu'il devait être inclusif, qu'il allait prendre la défense des minorités, mais dans le même temps, il y a toutes ces exactions qui sont commises, et donc il y a évidemment cette inquiétude. Est-ce que ce sont que des paroles destinées à la communauté internationale pour obtenir la levée des sanctions, ou est-ce qu'il s'agit réellement d'un changement sincère? En 2 semaines, c'est très difficile de savoir ce qui va pouvoir se passer dans l'avenir. Ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'était d'un côté, il y a la peur, parce qu'il y a des meurtres, des enlèvements, des vols, des cambriolages, de la violence, et de l'autre, une liberté incroyable de parole, que je n'avais, moi, jamais vue, qui était impensable du temps des Assad. Et donc, on est constamment... on oscille constamment entre le pessimisme le plus sombre et l'optimisme en Syrie aujourd'hui. Ce qui me laisse penser que les choses ne sont pas encore écrites. Et que effectivement la Syrie peut sombrer à nouveau dans le chaos parce qu'il y a au nord-est les Kurdes, il y a en ce moment des conflits très violents entre les Druzes et des groupes armés sunnites, il y a aussi donc la tension et des massacres qui ont été commis sur la côte contre la communauté alawite, donc il y a toutes ces ébullitions, toutes ces tensions qui peuvent effectivement entraîner le pays vers le pire. Mon reportage est à lire dans le 1 Hebdo, disponible en kiosque dès aujourd'hui.